Alors salut à tous, cette fois-ci on va voir les erreurs à éviter dans une argumentation. Alors ce qu'il faut essayer d'éviter le plus évidemment ce sont les sophismes. Les sophismes sont des failles dans le raisonnement, ce sont des raisonnements incorrects. C'est tentant de les faire, surtout lorsque tu as envie de gagner à tout prix le débat. Par exemple en utilisant un appel à la popularité, du style tout le monde fait ça donc c'est bien, alors fais-le aussi. Ça, c'est un appel à la popularité. Alors, les sophismes, c'est des pièges dans lesquels on tombe souvent quand on veut essayer de convaincre très rapidement. Ou pire, quand on fait preuve de mauvaise foi et qu'on veut absolument gagner un débat. Et là, dans ce cas-là, je vous invite à travailler sur votre ego. D'ailleurs, je ferai sûrement une formation ou un cours sur comment travailler sur son ego. Alors, les sophismes prennent la forme de raisonnements qui semblent logiques, qui semblent corrects, mais qui en réalité sont faussés. Le problème avec les sophismes, c'est qu'ils marchent. Et ça fonctionne quasi toujours sur un public non averti, et ça fonctionne des fois aussi sur un public expert. C'est pas parce qu'on est expert qu'on peut pas se faire avoir. Le sophisme profite de nos biais cognitifs, profite de nos idées reçues, des clichés, des stéréotypes, et surtout de notre tendance à vouloir simplifier le monde. Pourquoi on simplifie le monde? Tout simplement parce que c'est une économie d'énergie qu'on va pouvoir mettre dans autre chose. Si on reprend l'appel à la popularité, tout le monde le fait, donc c'est bien. Ici, en gros, on voudrait que, puisque la majorité des personnes le fait, ce serait quelque chose de valide et de bien. C'est pas une démonstration valide, c'est une sorte de vote implicite. En gros, on se dit, si la majorité est d'accord, eh bien c'est que c'est vrai. Mais évidemment, si vous mettez sans fou et une personne sensée, et que les sans fous disent sans folie, et que la seule personne sensée dit une chose sensée, ce seront les fous, avec l'appel à la popularité, qui l'emporteront. Et donc dans ce cas-là, on sera dans une société de fous, et pas une société sensée. C'est là où il y a un problème. Alors pourquoi le sophisme de l'appel à la popularité marche? Tout simplement parce qu'il profite de notre biais social. On a tendance à faire confiance à une action, à une chose, lorsque la majorité le fait aussi. On a tendance à croire que ce que la plus grande partie des gens font est, dans ce cas-là, quelque chose de légitime. Si tout le monde le fait, c'est que potentiellement on pense que c'est légitime. En fait, l'appel à la popularité profite du fait que nous sommes des animaux politiques, comme dirait Aristote, c'est-à-dire des animaux sociaux. Aller contre la majorité, c'est risquer l'isolement ou la marginalisation. Et ça, c'est inconfortable pour la plupart du monde. Pour l'appel à la popularité, il y a évidemment un effet de conformité. Il y a la pression sociale qui nous pousse à croire que puisque tout le monde le fait, c'est quelque chose de correct à faire. Et vous comprenez bien que c'est bien stupide, hein. Si tout le monde se mettait à se jeter par la fenêtre, et ça c'est un exemple battu et rebattu, hein, est-ce que vous le feriez parce que la majorité le fait? Eh bien l'appel à la popularité ferait que vous vous diriez que potentiellement c'est ce qu'il faut faire. Pourtant là on voit bien avec cet exemple que c'est débile. Alors ce sophisme de l'appel à la popularité est d'autant plus tentant dans la vie de tous les jours qu'il est plus simple de se fier à ce que la majorité pense plutôt que de réfléchir par nous-mêmes. C'est un raccourci cognitif, mais un raccourci qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec la vérité. Si la majorité des gens croyaient autrefois que la Terre était plate, ça n'a jamais pour autant rendu cette croyance vraie. Alors pourquoi ce raisonnement est-il fallacieux? Eh bien tout simplement parce que il confond la quantité avec la qualité. Encore une fois, c'est pas parce que la majorité des gens font une chose que c'est bon, que c'est juste ou que c'est vrai. Le nombre de personnes d'accord ne change en rien la véracité ou la fausseté d'un argument. Ça ne change en rien sa validité ou son invalidité. Pendant des siècles, la majorité des individus, notamment européens, pensaient que l'esclavage était légitime. Ils pensaient que c'était acceptable. Est-ce que dans ce cas-là, on doit dire que cette pratique était juste? Je ne crois pas. La popularité n'est pas la justesse. Et c'est justement là où il y a la faille. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître et éviter les sophismes? Le plus grand défi à relever, c'est que, en général, les sophismes, c'est quand même assez convaincant. Parce qu'ils sont notamment généralement enracinés dans des croyances familières. Et donc, pour les reconnaître, il va falloir apprendre à prendre du recul. Il va falloir apprendre à aiguiser votre pensée critique.
Pensée critique qui, je le rappelle, j'enverrai un mail de la newsletter Le Sculpteur d'Or dans quelques mois qui portera sur ce thème. Donc vous aurez de la théorie sur la pensée critique, un exercice exclusif et un bonus. Et ça, vous le trouverez encore une fois nulle part ailleurs. Donc je vous invite une fois encore à aller vous inscrire à ma mailing list pour recevoir cette newsletter exclusive. Vous trouverez le lien vers mon site dans la description et ensuite, encore une fois, c'est très simple. Vous avez juste à inscrire votre mail dans l'onglet approprié. Il est très facilement trouvable dès le début sur la première page. Pour reprendre, réfléchissez. Est-ce que l'argument repose sur des faits logiques ou est-ce que ça repose sur une forme de pression sociale, par exemple? Est-ce qu'il repose sur des preuves ou sur une généralisation abusive, sur un seul cas particulier? Est-ce qu'il repose sur des émotions ou sur quelque chose de rationnel? Dans le cas de l'appel à la popularité, il faut se poser la question suivante. Est-ce que cette idée est validée par autre chose que le simple fait qu'elle soit répandue à travers le monde ou à travers une société donnée? Si le seul argument est de dire que tout le monde le fait, eh bien là on est face à un sophisme. Alors ça ne veut pas dire que ce qui est fait est négatif. Il va falloir peser le pour et le contre. Mais ça veut dire que potentiellement ça peut ne pas être bénéfique. Ça peut ne pas être bon, ça peut ne pas être vrai, ça peut ne pas être juste. Mais ça peut aussi l'être. Alors, au niveau de l'effet psychologique qu'ont les sophismes sur nous, en fait, très souvent, ils jouent sur notre désir d'appartenance, notamment pour l'appel à la popularité. En général, on ne veut pas être à contre-courant, on veut faire partie du groupe. C'est d'ailleurs un des ressorts que la propagande et la publicité utilisent encore beaucoup aujourd'hui. Quand vous avez par exemple 90% des consommateurs préfèrent ceci, préfèrent ce produit, ou encore des millions de personnes ont déjà adhéré à cette idée, eh bien dans ce cas-là, la masse devient une forme d'autorité finalement. Alors les sophismes jouent aussi sur les émotions, comme je l'ai dit sur la peur de l'exclusion par exemple, ou aussi la peur du ridicule. Ce qui les rend si efficaces en fait, c'est qu'on joue sur des mécanismes profonds, primaires de l'être humain. Alors, pour un débat honnête, je déconseille vivement d'utiliser les sophismes. Après, évidemment, encore une fois, il peut y avoir une utilisation éthique des sophismes. Si l'objectif est de persuader, de convaincre sans rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, eh bien, les sophismes sont redoutablement efficaces. Ça exploite encore une fois la tendance naturelle qu'a l'être humain à suivre la majorité, à se fier à l'opinion collective. Mais encore une fois, le sophisme, ça va venir affaiblir la qualité de la discussion. Si tu veux une vraie discussion, un vrai débat d'idées, il faut que tu invites les autres individus à réfléchir par eux-mêmes et donc à éviter absolument les sophismes. Parce que là, le danger est double. Non seulement tu risques de tromper ton auditoire, mais tu entres aussi dans une logique où la vérité devient secondaire face à une simple victoire rhétorique. Alors d'autres erreurs de sophisme. Vous avez l'appel à la tradition, c'est comme ça qu'on a toujours fait, donc c'est la meilleure manière de faire. Vous avez le faux dilemme, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Soit tu es pour telle chose, soit tu es contre telle chose. Et enfin, un autre courant, l'appel à la pitié. Si tu ne fais pas ce que je demande, je vais être très malheureux. Tous ces sophismes ont une chose en commun. Ils ne répondent pas à la question de fond. Ce sont des diversions ou des raccourcis. Ils ne s'attaquent ni aux faits, ni au raisonnement, ni à la logique ou aux preuves, mais jouent sur des leviers culturels et psychologiques pour influencer. La vérité ne se mesure pas au nombre d'adeptes, ni à l'ancienneté de sa croyance, ni à la force émotionnelle qu'elle déclenche. Elle se teste par la logique, par l'évidence, par la réalité, donc par l'expérience. Autre erreur, le trop de jargon. Si tu passes ton temps à utiliser du vocabulaire technique, pour te donner un air savant, tu vas perdre ton public. Certes, ça peut être chic, ça peut faire intelligent, mais l'essentiel, c'est la compréhension. C'est d'être compris, c'est ce que tu cherches à faire. Donc le trop de jargon, c'est une arme à double tranchant dans la communication, et surtout en rhétorique. Utiliser des termes complexes ou techniques peut donner l'impression au premier abord que tu maîtrises ton sujet, que tu es compétent. Ça peut te conférer un certain crédit et t'accorder un statut d'expert.
Cependant, ça devient très rapidement un obstacle à la compréhension de ton auditoire. Un obstacle à la compréhension et à l'engagement de ton auditoire. Surtout s'il n'est pas familier comme toi de toutes ces notions. En fin de compte, si ton but est de convaincre ou d'éclairer, eh bien le jargon excessif fait tout l'inverse. Il t'isole, te met de côté et laisse ton auditoire dans la confusion. On va prendre un exemple simple. Imagine que tu es en train d'expliquer un concept scientifique en accumulant plusieurs termes techniques. Par exemple, le terme d'homéostasie, celui d'énergie catabolique et celui de protéines allostériques. Là, clairement, tu risques de perdre à peu près 90% de ton auditoire. Ce qui peut te sembler savant, ce qui peut te sembler précis à tes yeux, devient rapidement hermétique et excluant pour ton auditoire qui ne maîtrise pas, voire ne connaît pas ces termes. Alors pourquoi le jargon est séduisant? Le jargon donne l'impression, encore une fois, que tu es un expert dans ce domaine. Et d'ailleurs, dans certaines conversations ou certains débats avec d'autres spécialistes, il peut être nécessaire d'utiliser ce jargon. Parce que ça permet une conversation, un échange plus clair entre plusieurs experts. Parce que chaque terme a une signification spécifique qui permet de ne pas laisser place à l'ambiguïté. Mais le jargon crée une sorte de barrière symbolique entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et c'est là où ça renforce cette idée d'autorité et de compétence. Dans certaines circonstances, ça peut être une stratégie délibérée pour impressionner ou décourager l'interlocuteur. Si ton auditoire se laisse décourager, s'il se sent dépassé par la complexité apparente de ton discours, eh bien, il peut être tenté de simplement accepter ce que tu dis sans y réfléchir, sans remettre en question ce que tu dis, en pensant que tu as raison, puisque tu sembles savoir ce que tu dis, puisque tu utilises des termes sophistiqués que peut-être seul un expert saurait expliquer. Alors, pourquoi le jargon excessif échoue? Le problème du jargon, c'est qu'il crée un fossé entre toi et ton auditoire. Si tu cherches à instruire ou à persuader ton auditoire, ou à créer un lien avec lui, utiliser des termes incompréhensibles, ça revient à créer un mur entre toi et ton auditoire. Je te donne une comparaison. Imagine un maître d'arts martiaux qui parle de techniques complexes à ses disciples, avec des noms techniques en japonais ou avec des termes de biomécanique sophistiqués. Eh bien, ces débutants n'apprendront absolument rien. Ils seront juste intimidés, voire découragés. C'est pas que les concepts sont pas valables, c'est qu'ils sont pas encore adaptés à leur niveau de compréhension. Donc pour moi, la vraie maîtrise d'un sujet, ça ne réside pas dans l'accumulation de jargon, de vocabulaire technique, même s'il faut le maîtriser en tant qu'expert. La vraie maîtrise, elle est dans ta capacité à rendre ces concepts clairs, accessibles et applicables à ton auditoire. C'est d'ailleurs ce que je m'évertue de faire ici. Alors, il faut clarifier les concepts, les rendre accessibles, tout en essayant de préserver la précision et la justesse de l'idée que tu veux transmettre. Alors, comment tu peux éviter le piège du jargon? Premièrement, il faut que tu t'adaptes à ton public. La première règle en communication, c'est de connaître ton auditoire. Si tu parles à des experts, évidemment qu'un certain niveau de vocabulaire, notamment technique, est attendu et est même nécessaire pour des raisons d'efficacité. Mais si tu parles à un public non spécialiste, eh bien là, il est impératif que tu simplifies ton discours. Attention, je répète, ça ne veut pas dire réduire la complexité du concept, mais l'exprimer dans des termes qui leur seront accessibles. Deuxièmement, tu peux utiliser des métaphores et des analogies. Une des meilleures façons de rendre des idées complexes claires, accessibles, c'est d'utiliser des analogies ou des métaphores. Par exemple, au lieu de parler de protéines allostériques, tu pourrais expliquer que c'est comme une serrure qui change de forme lorsqu'une clé particulière s'y insère. Ce genre de comparaison, ça rend le concept plus visuel pour ton auditoire. C'est plus intuitif et donc c'est plus simple à comprendre. Troisièmement, tu peux définir les termes complexes. Si tu dois absolument utiliser des termes techniques, eh bien prends le temps, même brièvement, de les expliquer. Ça peut sembler basique, mais c'est essentiel. Si on prend le terme d'homéostasie, l'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir un équilibre interne stable, un peu comme un thermostat qui ajuste constamment la température d'une pièce. Et enfin, il faut être concis. Le jargon,
est très souvent accompagné d'un langage lourd. Lorsque tu réduis la complexité du vocabulaire, tu vas naturellement alléger la structure de ta phrase. En étant plus direct et plus simple dans ta formulation, tu vas retenir plus facilement l'attention du public et sa compréhension. Le danger du jargon, c'est sa capacité à exclure. Utiliser un langage trop technique, ça peut mettre sur la défensive ton auditoire. Les gens n'aiment pas se sentir ignorants ou incapables de comprendre. Si tu leur jettes un flot de termes complexes qu'ils ne comprennent pas, tu leur envoies un message implicite. Ce que tu dis est trop sophistiqué pour eux, ce qui peut couper la communication, voire provoquer du ressentiment. En rhétorique, l'essentiel, c'est la clarté. La rhétorique, c'est pas juste pour paraître savant, c'est bien pour communiquer et persuader. C'est pour amener à l'action. Si ton discours semble brillant mais que personne n'a rien compris, en fait, t'as rien gagné. La clarté, c'est une forme de respect pour ceux à qui tu t'adresses. Et c'est aussi la preuve d'une véritable maîtrise. Tu démontres que tu comprends si bien ton sujet que tu es capable de l'expliquer simplement. L'agressivité. La confrontation verbale, c'est comme les arts martiaux. Un coup bien placé suffit, mais dès lors que tu montres de l'agressivité, tu perds en efficacité. Tu perds en précision. Eh bien, l'agressivité dans la communication, tout comme dans les arts martiaux, c'est un piège dans lequel il est très facile de tomber. Lorsque tu deviens agressif, tu crois peut-être que tu augmentes ton impact, ta puissance, que tu imposes ton point de vue avec plus de force, mais en réalité, tu te mets en position de faiblesse. Il ne s'agit pas de frapper plus fort ou de crier plus fort que l'autre. Il s'agit de toucher juste, avec précision. L'agressivité, elle a tendance à obscurcir ta pensée. L'agressivité, elle crée de la résistance. Elle rigidifie ton adversaire. Et surtout, elle te fait perdre la subtilité nécessaire pour manœuvrer dans la discussion. Alors pourquoi l'agressivité est tentante? L'agressivité, elle naît de l'émotion. Lorsqu'on sent que l'autre n'écoute pas ou qu'il déforme nos propos, ou encore qu'il défend une position qu'on juge stupide ou même dangereuse, eh bien l'agressivité monte naturellement. C'est une réaction instinctive de défense, un besoin de protéger notre ego ou de nous affirmer. L'agressivité, elle peut être aussi utilisée pour intimider ou impressionner l'adversaire. Et dans certains contextes, eh bien l'agressivité semble fonctionner. Une voix élevée, un ton accusateur peuvent donner l'impression qu'on prend le contrôle, qu'on a le contrôle de la situation. Cela peut même forcer l'interlocuteur à se taire temporairement ou à prendre une posture défensive. Pourtant, ce genre de victoire est très souvent, très largement illusoire, car à long terme, ce que tu perds en crédibilité et en respect dépasse largement ce que tu gagnes en contrôle apparent. Alors pourquoi est-ce que l'agressivité fait perdre en efficacité? La première raison pour laquelle l'agressivité fait perdre en efficacité, c'est parce qu'elle désactive l'écoute. Lorsqu'on se sent attaqué verbalement, on ne réfléchit plus aux arguments de l'autre, on ne cherche plus à comprendre. On passe en mode défensif. La discussion n'est plus un échange d'idées, mais un champ de bataille où chacun campe sur ses positions. Ton interlocuteur se sent agressé, eh bien, il répond en blocage et contre-attaque. Ce qui fait que ce n'est plus une conversation, mais un duel d'ego. De plus, l'agressivité a tendance à faire plutôt ressortir des arguments émotionnels plutôt que des arguments logiques. Lorsque tu t'énerves, ta pensée se brouille. Tu perds ta capacité à avancer des arguments nuancés. Et donc ton discours devient plus simple et moins convaincant, plus brut et moins précis. À force de crier ou d'attaquer, ton interlocuteur va te percevoir comme un agresseur et non comme quelqu'un avec qui il peut avoir un échange constructif. Donc en devenant agressif, en fait, tu exposes tes failles, tu te laisses emporter et au lieu de convaincre, tu provoques du rejet. Alors est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même d'utiliser l'agressivité, de la transformer en force? La clé, c'est la maîtrise de soi. La colère, l'agressivité, ça peut être un moteur, mais un moteur qui doit être canalisé. C'est comme dans un combat de boxe, il ne s'agit pas de réprimer son énergie, il ne s'agit pas de réprimer son agressivité, mais de la canaliser, de l'orienter. Si tu sens que l'émotion monte, eh bien, prends le temps de respirer, fais une inspiration profonde, prends un instant, sois maître de ton rythme et recentre-toi sur ton discours. Encore une fois, le but n'est pas d'écraser ton interlocuteur, de le mettre KO,
Ici, il s'agit de le désarmer intellectuellement. Un argument bien placé, une question habilement posée, ça peut faire 1000 fois plus de dégâts qu'un reproche. Aussi, pour bien utiliser cette agressivité, il est nécessaire que tu respectes ton interlocuteur. Le respect est essentiel, même si tu trouves qu'il défend une position totalement absurde. Le respect, c'est une arme redoutable. Ça te permet de conserver ton calme et de rester aussi dans une posture ouverte, tout en affaiblissant ton opposant. En plus, face à quelqu'un qui reste calme, quelqu'un qui reste maître de lui, et bien justement là, l'agressivité de l'interlocuteur paraîtra pour absurde, voire même insensée. Si tu restes calme et mesuré, tu prends le dessus rhétoriquement. L'effet de l'agressivité sur l'auditoire. Si tu es agressif, non seulement tu vas perdre ton interlocuteur, mais aussi ton auditoire. Même ceux qui seraient d'accord avec toi pourraient se sentir mal à l'aise face à une attitude trop combative, trop virulente. Les gens sont plus socialement attirés par la dignité, la mesure et l'assurance tranquille. Ils respectent davantage celui qui sait rester calme en toute situation plutôt que celui qui explose à la moindre contrariété. Le problème de l'agressivité, c'est qu'elle transforme la conversation en confrontation. Donc, plutôt que l'agressivité, je te conseille quand même plutôt l'utilisation stratégique du calme et de la maîtrise de soi. En rhétorique, savoir quand et comment frapper, avec des mots, c'est plus important que la force avec laquelle tu le fais. Alors je te donne un petit exercice. Repense à la dernière fois où tu as essayé de convaincre quelqu'un et où ça a échoué. Essaie d'identifier pourquoi. Est-ce que c'était un manque de clarté, l'utilisation abusive de sophismes ou une attitude trop agressive? Alors bien entendu, là je ne suis pas exhaustif. Voici quelques questions pour t'aider. Quel type d'argument as-tu utilisé? Est-ce que c'était émotionnel, logique, ad hominem, etc. Est-ce que tu as structuré ton raisonnement de manière claire? Est-ce qu'il y avait une cohérence dans tes propos? Est-ce que tu as utilisé des exemples concrets ou des faits avérés? Ou est-ce que tu as plutôt mis en avant des opinions générales ou un simple point de vue subjectif? Est-ce que ton attitude était trop agressive, trop défensive ou encore condescendante? Donc, identifie les faiblesses de ton argumentation, essaye de trouver des pistes d'amélioration. En gros, essaye de reproduire ton argument, mais de manière plus juste, plus efficace. Donc je te demande de pratiquer en reformulant ton discours et en tenant compte de la structure logique, de la validité de tes prémices et évidemment en évitant le plus possible les sophismes. Une fois que tu auras fait ça, réfléchis à ce que tu viens d'apprendre. Quelles sont les erreurs que tu fais régulièrement? Est-ce que tu manques de faits concrets? Est-ce que tu fais trop de généralisations abusives? Comment est-ce que tu peux, en gros, adapter ton approche pour être plus convaincant à l'avenir? Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce contenu à ton entourage. Tu peux aussi me soutenir via Patreon. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux, un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles. Et ce mois-ci, il y aura une formation disponible sur l'argumentation, sur les techniques avancées de l'argumentation. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi? Parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Inscris-toi vite, encore une fois, le lien est dans la description, le lien vers mon site, et tu t'inscris directement à ma liste email sur ce site. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée le sculpteur d'or, à cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le Sculpteur d'Or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description.
pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés. De quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques, alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec DeGiro et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!